Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Attention aux intempéries, des rafales de vent ont provoqué des chutes d'arbres et ont détruit 4 habitations. À Mahina, les îles sous le vent et les îles du vent sont en vigilance jaune. Et pour savoir ce qu'il advient des familles, nous allons justement retrouver Heyata Buluk en direct du quartier Arey à Mahina. Elle est justement avec l'une de ces familles. Et pour sortir de la crise, certaines entreprises réorientent leur activité vers les besoins du moment. Nous irons chez un préparateur de gel hydroalcoolique, puis chez un fabricant de plexiglas où les commandes explosent. Particulièrement exposés au coronavirus par le contact avec la salive des patients, les dentistes et orthodontistes libéraux ont repris lundi. Vous allez voir dans un instant toutes les mesures sanitaires qu'ils doivent prendre. Enfin, comme chaque mercredi, le docteur Didier Bondou répond aux questions des internautes. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. Mais d'abord, on compte toujours 60 cas de Covid-19 en Polynésie, dont 55 sont guéris. Depuis le 1er mars, 2756 personnes ont été dépistées, soit 100 de plus qu'hier. Sur le Finnois, seulement 5 patients sont encore en observation et toujours un malade est hospitalisé au CHT du Taoné. Et puis cette bonne nouvelle, il n'y a plus de couvre-feu à partir de ce soir. Le haut-commissaire a pris acte de la décision du tribunal administratif suite au recours déposé lundi par l'avocat Thibault Millet. Le juge des référés a ordonné de suspendre le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements. Les rassemblements donc est limité à 100 personnes seulement. Il a jugé que l'arrêté portait atteinte à la liberté individuelle. En revanche, l'interdiction de la navigation de plaisance au-delà des 2000 miles nautiques reste en vigueur. Et comme si l'angoisse du Covid-19 ne suffisait pas, c'est au tour des intempéries de frapper aujourd'hui. Les îles de la société ont été placées en vigilance jaune pour les vents violents, comme ici sur Mahina, dans la servitude Arey, vers la pointe Vénus. Les fortes bourrasques ont provoqué des chutes d'arbres qui ont détruit 3 habitations. À Hitimhana également, un arbre s'est abattu sur une maison sans pour autant faire de blessés. Le maire d'Amastewira s'est déplacé pour constater les dégâts. Heyata Buluk et Patrick Sing Sing sont justement sur place. Heyata, vous êtes avec une famille dans le quartier Arey. Où seront-ils logés ce soir? Est-ce qu'ils restent sur place ou comment aussi ils ont vécu ce moment? Oui, Chiquita, ces familles restent sur place. 5 familles ont vécu le cauchemar, un cauchemar en moins de 5 minutes. 4 grands arbres ont été soulevés par la force du vent. Pour vous donner un ordre d'idée, regardez derrière moi, le diamètre du tronc de cet arbre faisait un peu plus d'1 mètre. Ils se sont abattus sur 2 maisons complètement endommagées ce soir. D'ailleurs, à cette heure-ci, les hommes de la famille sont encore sur le toit en train de fixer les tôles. Et les familles de ce quartier Arey sont encore sous le choc. Avec nous, Lisette Poua. Lisette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes encore sous le choc. Oui, on est encore sous le choc. Où vous étiez à cette heure-là? Aux alentours de 13h, il y a eu ce vent. Bon, je venais d'arriver de mon travail. J'étais en train de faire du poisson cru. Et j'ai entendu le vent. Je me suis retourné, mais je n'ai pas pensé que c'était fort. Mais moi, j'ai mon garage là. Et il y avait plein d'enfants en dessous en train de jouer. Alors, quand j'ai vu ce vent-là, je les ai chassés. Il fallait qu'ils rentrent parce que c'était trop dangereux. Après, pas longtemps après, le raisin est tombé. Ensuite, le tumuru. Après, le Otera et en dernier, le sapin. Parce que là, derrière moi, il y avait un garage qui n'y est plus là aujourd'hui. Oui, il n'est plus aujourd'hui. On a retiré. Et... Vous avez déjà vécu une situation pareille? Une fois. Une fois, c'était juste le sapin qui était tombé. Là, c'est 4 arbres. C'était plus dangereux. Surtout qu'ici, il y a beaucoup d'enfants. Alors, à notre arrivée, aux alentours de 18h, on a vu encore des camions sortir du quartier. Oui, on avait plein. La mairie, ils ont emmené des camions pour envoyer les déchets. Parce que, heureusement que le quartier était là pour nous aider. Ils étaient solidaires. Ils sont venus nous aider pour tout emmener, faire un tas et embarquer dans le camion. Votre voisin en langue tahitienne disait qu'il y avait une quarantaine de camions. Oui, il y a une quarantaine d'allées et venues. Donc il y avait vraiment beaucoup de déchets? Oui, il y avait beaucoup de déchets. 4 arbres, c'est beaucoup. Il en reste encore? Oui, il en reste encore. En fait, demain, ils vont terminer. Alors, comment vous vous sentez? Vous appréhendez un petit peu ce soir? Oui, j'appréhende un peu ce soir. J'ai un peu peur. J'espère que ce soir, ça ira mieux.
Surtout qu'il y a un manguier derrière chez moi, lui il n'est pas tombé, c'est le seul qui n'est pas tombé. Les enfants tremblent encore. Ouais, les enfants ils sont toujours sous le choc. Hein. Ils en parlent encore. Comment? Ils en parlent encore. Oui, ils en parlent encore entre eux. Oui. Donc les îles de la société, merci Lisette, les îles de la société sont encore en vigilance jaune pour les vents violents et les orages. Lisette, donc vos familles pourront venir encore vous rendre visite jusque tard cette nuit, puisque le couvre-feu a été levé à partir de ce soir. Merci beaucoup Hayata Buluk et Patrick Tsinsing pour ce direct. On remercie également cette famille qui nous a accueillis. Et en cette période de crise, on ne badine pas avec les fake news. Souvenez-vous cette vidéo d'un employé de Kawen qui a circulé lundi sur Facebook dans laquelle il disait qu'il fallait faire des stocks de provisions car les bateaux n'allaient plus ravitailler la Polynésie. L'employé à l'origine de ce poste a été convoqué aujourd'hui par sa direction qui n'a pas souhaité faire de commentaires. Une chose est sûre, il n'est pas encore licencié puisque c'est un salarié protégé et également membre du CHSCT. Du côté du représentant des employés, c'est l'incompréhension totale. On écoute Mahinou Temari, interrogé par Ayata Tarhou et Mirko Vanfou. Je pense qu'il faut assumer ses responsabilités. Nous, en tant que représentants des travailleurs, on a notre réunion, on est informé des problèmes qui peuvent y arriver demain, et moi j'informe à tous les salariés. C'est tout. Le deuxième point, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur pour exposer à tout le monde. On n'a pas le droit. Et c'est hier que j'ai vu ce film-là. J'étais un peu, pas choqué, mais surpris. Pourquoi il a fait ça? Moi, je me pose des questions. Pourquoi? Parce que c'est un bon chauffeur, c'est un bon salarié. Et il vient d'être promu en tant que chef de service adjoint. Et moi, je suis content pour lui. Et il est dans le CHSCT. Il s'occupe de la sécurité de tous les personnels. Mais pourquoi il a fait ça? Ça, je ne peux pas le dire. Mahinoui Temari qui a rendez-vous demain à la direction du travail pour suivre la procédure de licenciement engagée par la direction. Un mot sur le second tour des élections municipales. Le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française avait proposé le 14 juin. Mais en attendant le décret officiel, le gouvernement a retenu la date du 21 juin pour le second scrutin pour laisser le temps aux candidats de se préparer. Et puis ce fait divers, un homme de 79 ans est décédé dimanche à Pamatay. L'homme s'était interposé dans une bagarre familiale, une bagarre sur fond d'alcool, mais l'autopsie a révélé que la cause du décès était liée à un arrêt cardiaque. Comme je vous le disais en titre, parallèlement aux entreprises qui souffrent de la crise, il y a aussi ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ce sont les fabricants de matériel de protection. Une entreprise de vitrerie s'est spécialisée dans le travail du plexiglas, tandis que d'autres se sont diversifiés dans la préparation, par exemple, de gel hydroalcoolique. Le seul souci, la matière première risque bientôt de manquer. Nicolas Suir, Sandroli et Jérôme. Dans cette fabrique de vitres en plexiglas, 10 employés travaillent d'arrache-pied depuis le confinement, et même plus que d'habitude. Tant et si bien qu'ils vont bientôt devoir s'arrêter de travailler. Ça fait des semaines qu'on fait quasiment que du plexiglas à la chaîne. Le stock est vraiment très bas maintenant. On a encore de quoi répondre à quelques demandes, mais ça va être compliqué après. Situation identique chez ce fabricant de produits cosmétologiques. 10 employés travaillent exclusivement à la concoction de gel hydroalcoolique. 5 semaines de travail pour faire face à la demande, 50 000 flacons préparés et vendus. Aujourd'hui, le contenant vient à manquer. La France, ils sont vraiment au bout du rouleau en termes de flacons, etc. Notre gros problème, ça sera ça. On a utilisé notre stock qui était à peu près de 50 000 flacons. On l'a pratiquement utilisé. Voilà. Donc notre problème va être de continuer, comme tu peux voir, par les petits flacons. Retour à la fabrique de vitres. Le gérant a une solution alternative au plexiglas, le verre, dont il a également fait sa spécialité. Moins cher, il nécessite plus de travail. Le problème du verre, c'est qu'on ne peut pas faire de pliage, donc du coup on est obligé d'avoir des attaches, des pinces, etc. et percer. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on perce les bureaux ou les montants, donc en fonction, voilà. Mais par exemple, quelque chose d'équivalent à ça, c'est facilement moitié prix. On va tomber autour des 25 000, 30 000 au lieu de 45 000, 50 000. Quant au problème de l'approvisionnement en flacons, le fabricant propose des recharges de gel pour éviter de jeter les flacons en plastique. Tu as des recharges d'1 litre, tu as des recharges de 5 litres, tu as des recharges de 500 millilitres. Voilà, ça, ils remplissent ces flacons-là.
mais qu'ils arrêtent de les mettre, qu'ils les mettent surtout pas à la poubelle et tout, parce que on va avoir une catastrophe environnementale dans les mois qui viennent. Plexiglas et gel hydroalcoolique, ces deux secteurs d'activité n'ont pas connu la crise et sont victimes de leur succès. Et parmi les secteurs impactés par le Covid-19, le tourisme qui accuse une baisse de 60% de la fréquentation. Et malgré cela, le groupe Intercontinental ne compte pas ouvrir ses portes aux résidents pour le moment. Une décision prise par les dirigeants des hôtels Beachcomber après concertation. Selon leurs calculs, les hôtels perdraient de l'argent s'ils ne devaient rouvrir qu'en partie. Et pour la clientèle locale, du coup, la fermeture est garantie jusqu'à la reprise des vols internationaux. Mais en attendant, la trentaine d'employés de l'hôtel de luxe Le Brando, bloqués à Tetiaroa, voudraient bien revoir leurs proches. Ils sont autorisés à rentrer depuis 5 jours, mais le ministère de la Santé demande à la direction de payer les tests anti-coronavirus des salariés qui doivent prendre le relève, soit 25 000 francs par test. Les employés vont devoir du coup patienter, comme nous l'explique Mathilde Tofa. Elle répond à Natacha Silagi. Nous attendons un geste du pays, surtout pour nos collègues qui sont sur Tahiti, qui voudraient bien revenir sur Tetiaroa et prendre notre relève. En ce qui nous concerne, nous pouvons rentrer quand on veut. Nous ne sommes pas bloqués ici nous ne sommes pas du tout bloqués ici pour ça. Mais par contre, pour nos collègues à Tahiti qui veulent revenir sur Tetiaroa, c'est de leur côté, ça cause un peu de problème parce qu'il y a toute une procédure à suivre qui leur sont imposées, d'où le fait qu'ils sont encore sur Tahiti et peinent à revenir sur Tetiaroa. Et donc, par rapport à ça, on aimerait bien évidemment que les autorités concernées nous aident et aident nos collègues à revenir pour que nous puissions rentrer sur Tahiti. Parce que sans cet échange, nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Voilà l'hôtel Brando qui compte 72 salariés. Et vous le savez, l'ouverture des lignes aériennes domestiques n'est pas encore à l'ordre du jour. Compte tenu du faible nombre de malades de Covid-19 en Polynésie et en Nouvelle-Zélande, la ministre du Tourisme, Nicole Bouton, envisage d'intégrer le dispositif Hub. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro d'Ibrahim Ahmed Aziz. Nous observons et nous sommes en relation avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie notamment, qui aujourd'hui sont en train de créer une bulle régionale et effectivement de déterminer quels sont les pays du Pacifique et notamment du Pacifique Sud qui sont entre guillemets Covid-free ou en tout cas qui sont en train de le devenir pour créer des liaisons entre la Nouvelle-Zélande et ces pays du Pacifique. Et donc nous avons bien l'intention de pouvoir rentrer aussi dans cette bulle régionale. Donc nous avançons pas à pas, mais ce qui est important, c'est que nous serons aujourd'hui dans un tourisme qui ne sera pas celui que nous avons connu jusqu'à présent. Nous serons dans un après-Covid-19 et ce qui est important, et c'est ce sur quoi nous travaillons avec les professionnels, nos services et le PC sanitaire, le ministère de la Santé, ce sont tous les protocoles sanitaires qu'il faut mettre en place pour pouvoir, depuis le départ de nos visiteurs de leur pays jusqu'à leur séjour ici, eh bien séquencer cette sécurité sanitaire qui aujourd'hui va être importante dans le cadre des voyages. On parle santé maintenant. Ils sont particulièrement exposés au coronavirus par le contact avec la salive des patients. La centaine de dentistes et orthodontistes, dont 69 professionnels libéraux, ont repris du service lundi avec des mesures sanitaires beaucoup plus strictes. Nicolas Suir, Ismaël Tahiata, Hiro Terurotua. Les cabinets dentaires ouverts et dans l'impossibilité d'accepter des rendez-vous sur plusieurs semaines. En cause, et il y a bien sûr tous les rendez-vous n'ayant pas pu être honorés durant les 5 semaines de confinement, et il y a surtout toutes les mesures de précaution très chronophages. Alors, avant qu'ils arrivent, ils doivent obligatoirement porter un masque. Ensuite, ils patientent à l'extérieur. Si j'ai déjà un patient en salle d'attente, je le fais patienter à l'extérieur. C'est un seul patient en salle d'attente. Ce chirurgien dentiste a investi dans un système d'aération durant le confinement. Et puis, il porte une visière en plus du masque et des gants. Mais ce n'est pas tout. Prendre moins de patients, passer du temps à aérer les locaux avant et après. Ensuite, à travailler avec des masques FFP2, c'est plus compliqué de travailler qu'avec des masques chirurgicaux habituels, de travailler avec des visières, comme vous avez vu, de porter des casaques stériles que l'on change à chaque patient. Donc tout. Ces précautions prennent du temps, nous empêchent de prendre beaucoup de patients. 4 à 6 patients par jour pour ce dentiste, soit 2 fois moins que d'habitude. Car il change toutes les protections qu'il porte pour chaque patient, en plus de la désinfection des matériels et du siège. 1 heure d'attente en moyenne.
C'est pas contraignant, non? Non, du tout. Non, on s'adapte de toute façon et on prend les dispositions qu'il faut et voilà. La sécurité, c'est important, non? Bien sûr. Des clients très heureux de recevoir enfin des soins et aussi très nombreux à appeler sans cesse. Dans cet autre cabinet dentaire, face aux appels incessants, il a fallu renoncer à répondre à chaque fois. Étant donné que le téléphone sonne sans arrêt et on ne peut pas toujours répondre, ou même en dehors des heures de travail, le téléphone portable mémorise tous les numéros et on peut les rappeler à ce moment-là et s'enquérir de qu'est-ce qui se passe. Pendant le confinement, les cas urgents étaient redirigés vers l'hôpital, peu efficace en la matière. On a beaucoup de gens qui avaient des problèmes de douleur, mais il y en avait d'autres qui avaient des travaux en cours. Il y avait des gens qui avaient des restaurations de la bouche en cours et qui ne pouvaient pas manger. Donc ils étaient obligés de faire avec en attendant. Ce qui fait que là maintenant, avant même le 29, on avait déjà plein de coups de fil nous demandant on veut absolument un rendez-vous, dès que c'est ouvert, nous on arrive. Des clients autant soulagés que leur dentiste, désormais capables d'honorer les factures, emprunts et salaires de personnel. Et vous aussi, continuez à appliquer les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Des gestes barrières essentiels pour éviter la propagation du Covid-19. D'ailleurs, 20 bénévoles ont été recrutés par le ministère de la Santé pour sensibiliser les commerces de la ville de Papeete aux mesures barrières. Recrutés via la plateforme bénévole lescovid.com. Ils prendront donc le relais des brigades des agents dans les magasins. À Prepaya et Paparaïa, le ministre de la Santé a rendu visite aux bénévoles de Papeete en début d'après-midi pour leur rappeler leur mission. On écoute Jacques Rénal au micro de Ayata Tarhaoui Maroukiduri. On ne peut pas se faire d'illusions. Il va falloir encore les appliquer pendant plusieurs mois, ces mesures-là. Tant que le risque international persistera. Je prends souvent l'exemple de la ceinture de sécurité, puisque c'est quelque chose que tout le monde connaît bien. Pourquoi mettons la ceinture de sécurité quand on prend sa voiture? On n'a pas dans l'idée d'avoir un accident, mais le risque d'accident existe. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le masque, le lavage des mains, la distanciation, c'est un peu les ceintures de sécurité pour éviter l'infestation par le virus. Et comme chaque mercredi, le docteur Didier Bondou répond aux questions des internautes. Docteur Didier Bondou, bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question de TIVA. Après le déconfinement, le port du masque et l'application des mesures barrières seront-ils toujours valables? Je crois que notre ministre de la Santé a un petit peu répondu à la question. On ne pourra pas se passer des mesures barrières et du port du masque comme ça du jour au lendemain. Surtout dans les lieux où il y a du monde, où il y a de la foule, je pense nécessaire de porter le masque. Et même après déconfinement, ce sera une habitude à prendre lors de la foule. Il y a le problème du Covid est là, mais toute virose respiratoire, ça permettrait également de prendre ses distances et de prendre un moindre risque de contamination en faisant ces mesures barrières et en portant le masque. Et Tini Pambran demande si les masques vendus en pharmacie sont aux normes et comment ils peuvent savoir que justement ces masques sont aux normes européennes. Alors c'est vrai qu'il y a une telle tension sur le marché de la fabrication de ces masques qu'il faut absolument, dans la mesure du possible, vérifier qu'ils soient de normes européennes avec le sigle CE ou alors des masques avec les normes AFNOR de métropole. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait eu d'importation de masques très fins, comme on a pu le voir dans certains pays, qui n'ont aucune protection et c'est encore pire que de ne rien mettre. On serait faussement rassuré de porter un masque de cette qualité-là. Mais je pense que la plupart des pharmaciens vendent des masques CE ou AFNOR. Il faut vérifier sur l'étiquette. Une question de Haourey. Y a-t-il un risque de faire du sport en plein air sans masque? Je dirais faire du sport avec un masque me paraît compliqué. Ensuite, les directives sont telles que le sport doit être pratiqué en l'absence de personnes autour, donc du sport individuel. Donc là, je dirais que le port du masque n'est pas très utile dans ce cadre-là. Une question de Heymana Tetouanoui. Y a-t-il des risques d'utiliser trop souvent du liquide hydroalcoolique?
Alors, le gel hydroalcoolique, il faut bien savoir qu'il est quand même déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. Il y a quand même une pénétration à travers la peau de l'alcool, qui est de l'éthanol, qui est un solvant. Les plus gros risques étant chez les enfants, même l'ingestion, parce que c'est un petit peu ludique, ça ressemble à du sirop, donc c'est surtout ça les accidents. Et puis il y a aussi le fait de trop l'utiliser peut engendrer des problèmes cutanés quand même, à type d'eczéma, de contact ou de réaction au niveau de la peau. Autant c'est très utile pour les professionnels de santé pour limiter l'expansion d'infections dans les hôpitaux ou avec des patients, autant au quotidien ne se laver qu'avec du gel hydroalcoolique n'a aucun intérêt. Il faut vraiment penser au savon et se laver les mains régulièrement. Enfin, une dernière question de Viri Hoa. Le virus a-t-il muté et est-il plus contagieux? Alors on sait, il y a déjà des recherches qui ont été faites, le virus a déjà muté. Il semblerait que ce ne soit pas le même virus qui a initialement existé en Chine que celui qui a été retrouvé en Europe. Ici, je ne sais pas, mais en tout cas, le virus européen serait plus virulent, plus agressif. Et d'ailleurs, ce virus et cette souche-là a été retrouvée à New York, sur la côte est des États-Unis, mais ce n'est pas le même qui est sur la côte ouest. Donc ces virus, tout virus a tendance à muter assez rapidement et l'essentiel serait qu'il ne mute pas trop afin de pouvoir trouver un vaccin efficace. Docteur Didier Bondou, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et si vous avez des symptômes du Covid-19, composez le 15 ou ce numéro gratuit, le 444 789, pour toute autre question ou accompagnement. Cette triste nouvelle avant de nous quitter, Justin Arapari est décédé ce matin à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie. Originaire de Mahaena, dont il a été maire délégué, Justin Arapari rentre en politique en 1977 avant d'adhérer 5 ans plus tard au Tahouir Ahouir Atira de Gaston Floss, dont il sera le secrétaire général adjoint. Élu conseiller territorial en 1991, la victoire du Parti Orange en 1996 le propulse à la présidence de l'Assemblée de la Polynésie. Voilà, ce sera aussi le mot de la fin et dans un contexte plus global. N'oubliez pas que le Covid-19 touche plus de 3 700 000 personnes dans le monde et a déjà fait plus de 264 000 morts, dont 26 400 dans l'Hexagone et plus de 74 000 aux États-Unis. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Il n'y a plus de couvre-feu à partir de ce soir. Le haut-commissaire a pris acte de la décision du tribunal administratif suite au recours déposé lundi par l'avocat Thibault Millet. Le juge des référés a ordonné de suspendre le couvre-feu et l'interdiction des rassemblements est limitée désormais à 100 personnes. Et c'est aussi à la une de vos quotidiens de demain. La dépêche titre « Le couvre-feu tombe au tribunal ». Tahiti Info, le couvre-feu part en fumée. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio avec Carlos Natoua et Ibrahim Ahmedazi. Merci à toutes les équipes journalistes et techniciens pour la réalisation de ce journal. On se quitte sur cette exposition de Philippe Dubois. Vous pouvez découvrir ces 50 toiles à la Galerie des Tropiques. Très belle nuit sur la première. À demain. Journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.